Voici un ensemble A, donc il a un certain nombre d'éléments. Donc il a 4, 5 éléments que j'appelle, je sais pas, A, B, C, D et E. Et puis j'ai un autre ensemble B qui a, disons, un élément que j'appelle 1 autre élément que j'appelle 2, puis un élément que j'appelle, disons, T. Et puis un quatrième élément, disons. Le premier ensemble, je l'appelle grand A. Le deuxième ensemble, je l'appelle grand B. Une application de grand A dans grand B, c'est une correspondance qui à tout élément de A fait associer un élément et un élément unique de B. Donc à tout élément de grand A, je dois faire correspondre un élément de grand B. Donc par exemple, au petit a, je fais correspondre le 1, au petit b, je fais correspondre le t, au petit c, peut-être le 1 encore, au petit d, le dernier élément, et au petit e aussi. Pour tout élément de grand A, il y a une seule flèche qui sort de cet élément et aboutit à un élément de B. Et quand j'ai ça, je dis que j'ai une application de grand A dans grand B. Donc cette application, si je veux lui donner un nom, je l'appelle F. Donc F, l'application F, c'est la donnée de grand A et de grand B et de l'ensemble de ces flèches qui partent entre les éléments de grand A et ceux de grand B. Donc la notation pour ça, c'est dire F, mettre un 2 points, mettre A flèche B pour dire que c'est de l'ensemble A dans l'ensemble B. Et puis, pour exprimer le fait que la flèche envoie A à 1, on peut dire F de A égale 1. On note comme ça. F du petit b, c'est égal à t. F du petit c, c'est aussi égal à 1. F du petit d, c'est égal à l'élément. Bon, on va l'appeler, on va tout de même lui donner un nom. Donc, disons θ. Triangle. Voilà, triangle. Et F de petit e égale triangle. Si je considère un autre exemple, donc si j'ai deux ensembles, dans le premier, disons, j'ai 3 éléments, dans le deuxième, j'ai, disons, 4 éléments. Et si je mets mes flèches comme ça, alors ça, ce n'est pas une application. Pourquoi c'est pas une application? Parce que cette correspondance fait correspondre à cet élément, au premier élément de l'ensemble de départ, 2 éléments de l'ensemble d'arrivée. Ça doit faire correspondre un et un seul. Donc ce n'est pas une application. Et si j'ai aussi, disons, cet exemple-là, donc j'ai 3 éléments ici, et j'ai 2 éléments ici, et puis j'ai cette correspondance, ça, ce n'est pas une application non plus, parce que ça ne fait correspondre personne à cet élément-là. Donc ça doit faire correspondre un élément et un seul, pour tout élément de l'ensemble de départ. Et donc l'ensemble de départ, voilà, je l'ai pas dit, je le dis maintenant. Donc, quand j'ai une application F de A dans B, le A s'appelle l'ensemble de départ de F. Donc, grand A, c'est l'ensemble de départ de petit f. Grand B, c'est l'ensemble d'arrivée de petit f. Et si vous avez que f d'un certain élément x est un certain élément y, alors vous dites que y est l'image de x par f, et x est l'antécédent de y par f. Donc voilà. Mes ensembles peuvent aussi être infinis. Donc je peux avoir par exemple l'ensemble n, tous les entiers naturels ici, n. Donc c'est 0, puis 1, puis 2, 3, ainsi de suite, tout le monde. Et à droite, je peux aussi avoir n, aussi avec 0, 1, 2, 3, etc. Et je peux considérer l'application de n dans n, donc f de n dans n, qui envoie un élément x au double de x, à 2x. Donc ça envoie 0 au double de 0, 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Ça envoie le 1 au 2, ça envoie le 2 au 4, et le 3 au 6, ainsi de suite. C'est une application. Parce que de tout élément de l'ensemble de départ, qui est n, sort une flèche et une seule. Alors qu'il y a des éléments de l'ensemble d'arrivée où aucune flèche n'arrive. Donc le 1, par exemple, ne reçoit pas de flèche. Bon, c'est pas grave. C'est tout de même une application. On dira plus tard que c'est pas surjectif comme application. Ce n'est pas une surjection. Mais c'est tout de même une application. Alors que si je considère la correspondance
f ou g, disons, g de n est à valeur dans n, qui envoie un entier x à la moitié de x sur 2. Alors que peut-on dire de ça? Ça envoie le 0 à 0. Mais ça envoie le 1, ça devrait l'envoyer à 1,5, mais 1,5 n'est pas dans n. Donc, il n'y a pas d'image pour 1 par ce truc-là. C'est pas une application, alors. Ça envoie le 2 à 1, mais ça ne donne pas une image pour le 3. Parce qu'il est nécessaire que l'image soit dans l'ensemble d'arrivée, dans ce truc-là. Donc, si j'ai considéré g de n dans R, qui envoie x à x sur 2, ça aurait été une application. Parce que les valeurs 1,5 et 3,5, etc. étaient des valeurs tolérées. Mais si je le vois comme application de n et à valeur dans n, alors il y a une image pour le 0, c'est le 0. Il n'y a pas d'image pour le 1, mais il y a une image pour le 2. La moitié du 2 c'est 1 et c'est un élément de n. Pas d'image pour le 3, mais il y a une image pour le 4, qui est 2. Donc ça, ce n'est pas une application. Donc c'est très important pour dire que c'est une application. C'est pas seulement la formule x sur 2 qui détermine ça, c'est aussi l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Comme vous voyez ici, si je change l'ensemble d'arrivée, je dis que mon ensemble d'arrivée c'est R, je tolère les valeurs 1,5 et 3,5 et 5,5, ça aurait été une application. Alors que si l'ensemble d'arrivée je décide que c'est N, alors tout simplement c'est pas une application. Les applications peuvent bien être représentées par des flèches comme on vient de le faire, donc c'est pratique, mais parfois il est plus pratique de faire des graphes. Donc vous avez sans doute vu ces choses-là. Quand f est une application de R dans R et envoie x à, je sais pas, disons x2, ce serait presque impossible de représenter cette application avec des flèches, comme on vient de le dire. De mettre ici tous les éléments de R, il y en a plein. R ne peut pas être représenté par des éléments séparés. Et donc il faut le représenter par un truc qui est continu. Et puis, il faut envoyer chaque élément de cette ligne-là à un élément d'une autre ligne et tracer une flèche. Et il y aura des flèches partout, donc ça devient incompréhensible. Bien sûr. Donc, sans doute, vous avez vu une représentation de la fonction kx donne x2. On trace d'habitude, pour ce genre d'application, l'ensemble de départ, on le représente par un axe horizontal, l'axe des x. L'ensemble d'arrivée, on le représente par un axe vertical. Et à chaque fois que j'ai que f de alpha égale bêta, alors je trace un point d'abscisse alpha et d'ordonnée bêta sur mon plan. Je trace tous les points de cette forme-là. Donc par exemple ici je trace, donc je vois ici pour cette application que f de 0 égale à 0, 0 au carré c'est égal à 0, donc ce point-là, le point 0, 0 est un point que je dois tracer, donc c'est un point de mon graphe. L'image de 1, c'est égal à 1. F de 1, c'est égal à 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, je trace le point 1, 1. Abscisse 1, ordonnée 1. Je trace ce point. Je trace aussi le point moins 1, 1. Je trace le point 2, 4. Parce que 2 au carré, c'est égal à 4, et ainsi de suite. Et puis, je trace l'ensemble de tous les points comme ça, voilà. Et j'obtiens une certaine ligne. Une certaine courbe, en fait. Excusez mon dessin, mais vous voyez l'idée. Donc, quand je trace l'ensemble de tous les points de la forme x f de x, où x est dans l'ensemble de départ, j'obtiens une certaine courbe. Un certain truc, un certain dessin, un certain schéma. Et la courbe de cette fonction-là, kx donne x2, s'appelle une parabole. Pour des applications distinctes de R dans R, j'aurai des courbes distinctes. Donc, par exemple, pour la fonction kx donne x3, la courbe sera quelque chose comme ça. Le graphe sera quelque chose comme ça. Et pour la fonction kx 2x, sera une droite. Donc, ce sera quelque chose comme ça. L'application kx donne 2x. Bon, graphiquement, comment je peux savoir si j'ai une certaine courbe? Disons, si je vous donne une certaine courbe, je sais pas, elle peut avoir n'importe quelle tête. Comment vous pouvez savoir si c'est une application? Donc là, vous ne pouvez pas dire que de tout élément de l'ensemble de départ, il y a une flèche et une seule qui sort parce qu'on n'a plus de flèche. Mais ce qui correspond à ça, il faut que, si vous choisissez n'importe quel point de l'ensemble de départ, donc ce x-là de l'ensemble de départ, n'importe quel point, il y a un seul point de la forme x, y sur la courbe que j'ai tracée. Autrement dit, si je trace la droite
passant par ce point X et parallèle à l'axe des Y, elle doit couper la courbe en un point et un seul. Comme ça, vous saurez que, voilà, ce X-là a une image et une seule, et c'est quoi cette image? C'est cette valeur-là. Donc un exemple d'un truc qui n'est pas une courbe qui ne correspond pas au graphe d'une fonction, c'est par exemple lorsque vous avez un truc comme ça. Donc ça, vous l'obtenez si vous essayez, disons, de tracer le graphe de y égale plus ou moins racine carrée de x. Donc pour tout x positif, vous avez deux valeurs de y, plus racine de x et moins racine de x. Clairement, ce n'est pas une application, parce que ça fait associer au nombre 4 deux valeurs, plus 2 et moins 2. C'est pas une application, ça doit faire associer une valeur et une seule. Et comment ça s'exprime ça sur le graphe? Si vous prenez la valeur 4, alors il correspond ça à une première valeur, celle-là, moins racine de 2, une deuxième valeur, qui est celle-là, plus racine de 2. Donc cette droite verticale, en vert ici, elle coupe le graphe en deux points. Ça veut dire qu'il y a un point qui a deux images. Et voilà, ce n'est pas une application. Et là, j'ai pas précisé l'ensemble de départ. Donc, l'ensemble de départ, ça peut être R+. Donc, de R+ dans R. Donc, dans ce cas, j'oublie toute la partie gauche du plan. Je cherche pas à trouver les images des points négatifs. Et même avec ça, ce n'est pas une application car il y a des éléments qui ont plusieurs images. Alors que si je considère que l'ensemble de départ, c'est R tout entier, donc de R dans R, alors c'est à plus forte raison, c'est pas une application parce qu'il y a des points qui n'ont pas du tout d'image. Par exemple, le point moins 1, je peux parler de racine carrée de moins 1. Ce n'est pas un nombre réel. Attention, l'image doit être toujours dans l'ensemble d'arrivée qui est R. Les applications peuvent être diverses et variées. C'est pas forcément des applications entre des ensembles de nombres, entre N et R ou R et R. Ça peut être déjà des couples de nombres. Donc ça, je peux considérer des applications de R2 dans R. Donc elle prend un couple et me donne un nombre. Par exemple, le nombre x2 plus y2. Ou racine de x2 plus y2. C'est le module, l'application qu'on connaît pour le module. Je peux avoir aussi une application contraire de R dans R2. Ou de R dans R3. Qui a t, un nombre t. Ça doit me donner cette fois un vecteur qui a trois coordonnées. Disons par exemple 2t, 3t et 0t, 0 par exemple. Ça peut être une application qui prend une fonction et donne sa dérivée, ou un polynôme et donne sa dérivée. Donc ça peut être de R de x, c'est l'ensemble des polynômes, dont les déterminés s'appellent x et dont les coefficients sont réels. Donc de R de x dans R de x, qui a un polynôme de la forme a(n)xn plus a(n-1 xn-1 plus a1x plus a0, associé ce que j'appelle la dérivée formelle du polynôme, donc n à nx n-1 plus n-1 à n-1 x n-2, etc. jusqu'à a1. Donc ça peut être un truc qui prend une matrice et donne le déterminant. Ça peut être une application qui prend, qui est de part de l'ensemble des êtres humains, dans l'ensemble des prénoms possibles d'êtres humains. Et à toute personne associe un prénom, son prénom. Donc ce serait une application si on suppose que toute personne a un prénom et un seul, ou un prénom principal et un seul. Donc ça peut être l'application qui prend un être humain et donne le premier prénom de cette personne. Ou une application qui définit sur l'ensemble des pays, et à tout pays associe sa surface, sa superficie. Ou l'application de l'ensemble de tous les triangles possibles, donc très abstrait l'ensemble de tous les triangles possibles, oui, mais c'est un ensemble. Donc à tout triangle, ça donne sa surface. Ou à tout triangle, ça donne son côté le plus grand. Donc ça peut être n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que l'application, c'est la donnée de deux ensembles, un appelé ensemble de départ, l'autre appelé ensemble d'arrivée, et de cet algorithme, de cette correspondance, qui à tout élément de l'ensemble de départ, ça fait associer, et de façon unique, un élément de l'ensemble d'arrivée. Maintenant, je pose une petite question. Donc, supposez que j'ai un ensemble A, grand A, dont les éléments sont, je vais les appeler X et Y. Et puis un ensemble grand B, dont les éléments, je vais les appeler alpha, bêta et gamma. Donc je suppose que X et Y sont des éléments distincts, alpha, bêta et gamma sont trois éléments distincts. Et ma question est la suivante. Combien d'applications possibles y a-t-il de A dans B?
Bon, donc je peux essayer de les compter, de les énumérer. Je vais prendre une première application. Elle envoie X à alpha et Y aussi, ça l'envoie à alpha. C'est une application. De tout élément de l'ensemble de départ sort une flèche et une seule. Donc cette application, je vais l'appeler F1 et elle envoie X à alpha et Y aussi à alpha. Pour la deuxième application, j'en peux envoyer X à alpha, mais le Y, je peux l'envoyer à bêta. Et je tombe sur une deuxième application. Donc j'envoie X à alpha et Y à bêta. Une troisième application, c'est quand j'envoie X toujours à alpha, mais j'envoie cette fois le Y à gamma. J'ai une troisième application. Je vais l'appeler F indice 3. Maintenant, je n'ai plus d'autres applications qui envoient X à alpha. Je les ai énumérées toutes. Je peux alors envoyer X à bêta. X à bêta. Et je vais envoyer d'abord Y à alpha pour ne pas oublier, pour ne pas laisser certaines applications sans les compter. Donc, la quatrième application F4, ça envoie X à alpha, X à bêta et Y à alpha. Puis F5, ça envoie toujours le X à bêta et Y à bêta. Puis F6, ça envoie X à bêta et Y à gamma. Donc la dernière que j'ai écrite, c'est celle-là. Et maintenant, j'ai énuméré toutes les applications qui envoient X soit à alpha, soit à bêta. Donc la seule possibilité qui reste pour X, c'est de l'envoyer directement à gamma. Et quand j'envoie X à gamma, je peux envoyer Y soit à alpha, soit à bêta, soit à gamma. Donc j'ai 3 autres applications. Et voilà. Elles sont toutes distinctes. Les applications, j'en ai 9. Comment je sais qu'elles sont toutes distinctes? Parce il y a 2 distinctes de ces applications que j'ai écrites. Donc disons F5 et F9. N'envoie pas les éléments de l'ensemble départ aux mêmes éléments de l'ensemble d'arrivée. Par exemple, le F5 envoie X à bêta, alors que le F9, disons, l'envoie à gamma. Et le 9, d'où ça vient? Alors, c'est quoi la relation entre le 9 et la taille la cardinalité de A et B? Donc, je vois A à 2 éléments, et le B à 3 éléments, et 3 à la puissance 2 égale 9. Et c'est un fait général, très général. Donc, je vous encourage à réfléchir un peu à ça. Si vous avez 2 ensembles finis A et B, l'ensemble de toutes les applications possibles de A à valeur dans B. Donc, combien d'éléments il a? Il a cardinalité de B à la puissance cardinalité de A éléments. Donc, la cardinalité de l'ensemble des applications de A dans B, c'est égal à cardinalité de B à la puissance cardinalité de A. Donc, par exemple, si A avait 3 éléments et B avait 2 éléments, on aurait 2 à la puissance 3 applications de A dans B, c'est-à-dire 8 applications. Et une conséquence de ça, c'est une notation. Quand vous écrivez B à la puissance A, lorsque B et A sont des ensembles. Donc ça, c'est la notation de l'ensemble des applications de A à valeur dans B. L'ensemble des applications de A à valeur dans B, ça se note B à la puissance A. Donc par exemple, R à la puissance R, c'est une notation pour les applications de R dans R. R à la puissance N sera une notation pour l'ensemble des applications de N dans R. Les applications de N dans R, ce sont les suites indexées par les entiers naturels. Une suite, ce n'est autre que juste une façon de faire associer un nombre réel à tout élément de N. Je veux dire, voici le premier élément, voici le deuxième élément, voici le troisième élément, etc. Donc, vous êtes en train d'associer à tout élément de N un élément de R. Donc, c'est juste une application de N à valeur dans R. Et voilà, donc je vais finir la vidéo ici, mais je vous encourage à réfléchir à ça. Pourquoi est-ce que, lorsque A et B sont des ensembles finis, le nombre des applications de A dans B, c'est le nombre des éléments de B élevé à la puissance du nombre des éléments de A? Il faut refaire une preuve comme celle qu'on a faite ici. Donc c'est un peu une preuve combinatoire, mais bon, il faut juste essayer de compter un peu. Donc prendre le cas des cas particuliers, je dirais commencer par le cas où A est à 4 éléments, disons, et B à 2 éléments. Et donc, il faut montrer qu'il y a 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 16 applications de A dans B. Donc, comment on fait ça? Voilà, comme on l'a fait. On prend le premier élément de A, on nomme d'abord les éléments de A, on dit que j'ai 4 éléments, je les appelle A, B, C, D. Et les éléments de B, je les appelle 0 et 1, disons. Et donc, je peux envoyer A soit à 0, soit à 1, B soit à 0, soit à 1, C soit à 0, soit à 1, ainsi pour D. Et voilà, donc j'ai essentiellement 2 choix pour l'envoi de A, 2 choix pour l'envoi de B, 2 pour C et 2 pour D. Donc en tout et pour tout, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 possibilités. Donc, ok, je dirais, il faut essayer de réfléchir à ça.
même si vous n'arrivez pas à faire une preuve rigoureuse, mais c'est bien de penser à ça, même si on n'arrive pas au résultat. C'est bien d'y réfléchir. Une bonne preuve rigoureuse, ça va se faire par récurrence sur la cardinalité de A et la cardinalité de B. Donc on reviendra à ça plus tard.